c'était hier. Quand on ratait un appel client, on perdait un client. Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, SFR invente le pack Business Entrepreneur, la nouvelle solution tout en un télécom et cloud pour les TPE. Plus aucun appel perdu. Tous vos appels fixes et mobiles arrivent sur votre smartphone. Passez au business supérieur avec le pack Business Entrepreneur. Découvrez tous ses avantages au 1001. Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. SFR. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous a donné rendez-vous au cœur de l'histoire sportive. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Laurent Luyat, un ancien de cette maison que connaissent bien les téléspectateurs, a publié avec Guillaume Botton un bel album intitulé Les coups du sport, où il raconte 50 moments inattendus de la saga du stade, de la mort de Manolete au grand saut de Dick Fosbury, du 10 sur 10 de Nadia Comaneci au coup de poignard contre Monica Seles. J'ai retenu pour vous la raconter cette saga, la terrible journée du 11 juin 1955, lorsque les 24 heures du Mans ont viré au cauchemar. Et puis tout à l'heure, vous répondrez à une question posée sur le site d'Europe 1 par Patricia. Oui, Patricia, que j'avais croisée au moment des Journées du patrimoine, voudrait savoir tout simplement depuis quand on a changé la manière d'énoncer l'heure de l'après-midi. Vous savez, depuis quand on dit par exemple 15 heures au lieu de 3 heures. Eh bien, vous verrez que cette question en soulève en vérité pas mal d'autres. La réponse à la fin de l'émission. Pour l'instant, place à la catastrophe du 11 juin 1955. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Commençons par un petit aveu, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister aux 24 heures du Mans, mais pour tout vous dire, je suis entouré d'amateurs de course automobile qui ont connu cette célèbre réunion à divers moments de son histoire, certains même y ont participé, et à leur enthousiasme, je crois pouvoir dire qu'il s'agit d'un des événements les plus cotés, j'allais dire les plus courus du sport automobile. Or, depuis 58 ans, jamais les 24 heures du Mans n'ont pu se dérouler sans que les spectateurs, les commentateurs et bien sûr les pilotes aient une pensée pour les victimes de ce qui s'est passé ce terrible 11 juin 1955 à l'occasion de la 23e édition de ce célèbre marathon motorisé. Ce que nous allons revivre en effet dans un instant, c'est la catastrophe la plus meurtrière jamais survenue lors d'une course automobile. Il faut peut-être commencer par rappeler l'incroyable popularité de cette course des 24 heures du Mans. Elle est née 32 ans plus tôt, la course, en 1923. À l'époque, il y avait déjà pas mal de courses de vitesse ou de ville à ville. C'était surtout des courses ville à ville d'ailleurs. Ce que crée des rallyes, ce que crée Georges Durand à la tête de l'Automobile Club de l'Ouest, c'est une course d'endurance. L'idée, et c'est une idée novatrice, très audacieuse en 1923. L'idée, c'est qu'au volant de chaque voiture se relaie pendant 24 heures une équipe composée de 2 pilotes. En 23, il y a 33 équipages sur la ligne de départ, sur un circuit situé donc tout près du Mans et qui se compose d'une partie du circuit Bugatti et de la route nationale, avec notamment une ligne droite de près de 6 km appelée à devenir légendaire, la célèbre ligne droite des Hunaudières. Très vite, les plus grands pilotes sont venus se mesurer ici aux têtes brûlées en tout genre. L'événement a très vite acquis un prestige considérable. On peut dire que pour un pilote de course à l'époque, c'est une consécration de pouvoir participer, c'est toujours le cas d'ailleurs, de pouvoir participer aux 24 heures du Mans. Voilà ce que Hermano da Silva Ramos, qui était pilote sur Gordini en 55, raconte dans un documentaire intitulé La course à mort. On était une vingtaine de copains et amis, dit-il. On était un groupe très soudé. Quand l'un se tuait, on jurait qu'on ne courrait plus. Évidemment, il n'en faisait rien. Mike Sparken, qui est pilote sur Ferrari cette même année, témoigne de son côté. Il dit: à chaque course, on se retrouvait tous dans le même avion, le même hôtel, tout le monde se connaissait, tout le monde était amis. Ça fait partie de l'ambiance, ça. Il faut s'imaginer ce qu'était cette ambiance du Mans. Alors, pour les habitants du Mans et de la Sarthe, et même, disons-le, de tout l'ouest de la France, cette course est d'une grande importance. On y vient en famille, avec le pique-nique, la fête dure toute la nuit, il y a une espèce de kermesse. Il faut imaginer le bruit, la foule, bien entendu, ces odeurs de moteur, d'huile qui imprègnent l'atmosphère. Et on peut dire qu'à partir de l'accident de 55,
quelque chose va être cassé, évidemment. C'est un véritable traumatisme. Laurent Louyat parle d'une autre époque où le public pouvait admirer de près ses idoles, parce qu'à partir de la tragédie de 55, le public, on va l'éloigner, on va le protéger, pour son bien, pour sa sécurité. 1955, soulignons tout de même qu'on est, c'est évident, mais c'est bien de le rappeler, on est 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. La course a repris en 49, après évidemment l'interruption de la guerre. Tout le circuit avait été bombardé, il a fallu le retaper complètement. On est quand même encore dans un contexte anti-allemand, ça va jouer ça, notamment au moment de l'enquête et dans les commentaires qu'on aura sur la catastrophe. Un grand nom court à l'époque sur toutes les lèvres, évidemment, c'est un nom qu'on n'a pas oublié, j'ai presque envie de dire c'est devenu un nom commun. Fangio est le champion du monde de Formule 1 pour la 3e fois. L'épreuve va débuter donc le samedi 11 juin, elle doit démarrer à 16h, jusqu'à 16h le lendemain dimanche, bien entendu. 11 juin, autant vous dire qu'à ce moment de l'année, la nuit est particulièrement courte. Alors, je vous parlais d'ambiance. Cette ambiance, je vous propose de l'écouter dans une archive. Voilà ce que ça donnait. Ce samedi 11 juin, il est précisément 16h20 sur le circuit du Mans. 60 voitures sont au départ, donc 120 pilotes, 6000 personnes dans l'organisation pour accueillir 300 000 spectateurs sur ces 13 kilomètres de circuit. Ce qu'il ne faut pas oublier, et si j'allais dire s'il faut retenir une chose de cet événement, c'est que cette course des 24 heures du Mans est considérée à l'époque comme un banc d'essai pour les automobiles. C'est une vitrine incroyable pour les marques. On teste les moteurs, on teste les pneus, on teste toutes sortes d'innovations, bien entendu. Le but, c'est de vanter les prouesses des voitures et de leurs différents équipements. Alors, il y a 2 grandes firmes qui d'habitude se partagent les victoires, c'est Jaguar et Mercedes, donc les Anglais contre les Allemands. Cette année-là, Ferrari, les Italiens se mêlent à la course. Or, on est en 55, autant dire qu'on est à une époque de révolution technologique. Les voitures se mettent à aller vraiment à rouler très vite. Et puis, et c'est pas négligeable, 55, ce sont les tout débuts de la télévision. Et la télévision a décidé de retransmettre ces 24 heures du Mans, donc un événement. Il n'y a pas beaucoup de postes à l'époque en 55, quelques centaines de milliers de postes en France, mais c'est quand même un événement hyper médiatisé. Une centaine de journalistes français et étrangers ont été accrédités. Alors, faut voir les voitures, les monstres qui sont au départ, 275 chevaux pour Jaguar, 300 chevaux pour Mercedes, 360 chevaux pour Ferrari, avec des innovations, freins à disque sur les Jaguars, les intrados, les volets de freinage qu'on utilise surtout dans les virages, vous savez, sur Mercedes, des volets du reste qui vont surprendre les pilotes. Certains diront que lorsqu'on suivait un véhicule équipé de ces fameux intrados, on avait l'impression d'être aspiré. Tout doit être pris en compte étant donné ce qui va se passer, bien entendu. C'est la première fois que les voitures sont arrivées avec, j'ai envie de dire, autant de publicité. Les Jaguars notamment ont été transportés jusqu'au Mans par avion. Elles sont arrivées le mardi 7 juin. Les Mercedes arrivent de leur côté par poids lourd. Elles sont donc revenues en course depuis 1952. Je vous dis qu'on n'est pas très loin de la guerre, évidemment. Alors, on emmène les bolides au pesage et puis on fait toutes les vérifications, tous les essais à partir du mercredi 8 juin, bien entendu. Vous imaginez, les passionnés sont là, très près, au plus près possible du circuit pour observer les monstres lorsqu'ils passent et pour se sentir vibrer à leur rythme. Et puis il y a quand même des incidents. Une Aston Martin qui s'accroche sur la ligne des stands, une Gordini qui se retourne en pleine vitesse. Alors ça commence à faire des belles photos, ça. Les chronos enregistrent, les chronos donnent l'avantage à Mercedes, mais finalement c'est la Ferrari numéro 4 d'Eugenio Castellotti qui partira en tête. Castellotti pour un tour a été chronométré à 4 minutes 41 secondes, autant dire une vitesse moyenne de 191 km/h. Nous sommes donc le 11 juin 1955, nous sommes à quelques minutes du départ, nous sommes à moins de 3 heures de la On sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Le Mans de 1971 avec l'acteur Steve McQueen. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission où grâce à votre fidélité, nous sommes sur le point d'atteindre les 10 000 fans, 9 957 très précisément. Dans quelques minutes sur Europe 1, on retrouve Franck Ferrand pour la suite de son récit sur l'accident lors des 24 heures du Mans du 11 juin 1955.
L'histoire. 3,90 €. Voir conditions et liste des stations sur total.fr. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous retrouvons Franck Ferrand et nous sommes à quelques instants de la catastrophe du 11 juin 1955. Ah, vous connaissez, Céline, cette particularité au Mans, c'est que au moment du départ, les pilotes doivent courir à leur voiture au moment où le drapeau s'abaisse. Ils sont, si vous voulez, placés de l'autre côté du circuit, face au véhicule, et puis là, c'est un véritable sprint et chacun regagne sa voiture. Au début de la course, dans les années 20, évidemment, ça permettait au public de voir les pilotes et notamment de les voir installer le capot des voitures, parce qu'à l'époque, la voiture était littéralement démontable. C'était des petits bolides très puissants déjà pour l'époque, mais des tout petits bolides. Alors à 16h donc, le drapeau s'abaisse et c'est parti. Ça c'est le moment que le public attend avec le plus d'impatience, peut-être avec l'arrivée bien entendu. Tout le monde est monté sur les chaises pour essayer de voir, d'apercevoir les héros. Fangio bien entendu, le pilote de Mercedes qui démarre avec du retard. Il a voulu sauter à la manière de son copilote Moss, seulement il s'accroche, le levier de vitesse s'est coincé dans son pantalon, ce qui fait que ça lui fait perdre un peu de temps. Ça va donner un peu de suspense, ça bien entendu, c'est le début de la course-poursuite. Le champion de Formule 1 est 14e seulement au premier tour. Alors tout le monde se dit, ah mais ça y est, ils ont distancé Fangio. En tête, vous avez bien sûr Castellotti sur Ferrari et puis Hawthorne, le pilote de Jaguar. Tout ça dans ce bruit, de ce vrombissement de moteur complètement assourdissant. Vous savez, on dit que quand on est au Mans depuis quelques heures, on finit par ne même plus entendre ce bruit des moteurs tellement présent pourtant, tellement il est là toujours. Alors, Fangio, c'est vraiment, on peut dire, le surhomme. Il est d'une régularité incroyable. C'est ces espèces d'hommes un peu, j'allais dire bioniques, en tout cas mécaniques, qui sont fondus dans leur engin. Il rattrape petit à petit, il grignote comme ça, il rattrape petit à petit son retard. La foule s'enthousiasme car le trio de tête bat des records. Au 17e tour, dites-vous quand même que Fangio met 4 minutes 10, vous voyez un peu. Donc, l'anglais Mike Hawthorne essaie bien sûr de garder son avantage. Il n'aime pas Mercedes. Faut pas oublier encore une fois qu'on est en 55, il y a des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, Hawthorne a dans la tête une revanche, il veut battre Fangio, d'origine argentine. Sa voiture, sa Jaguar va presque à 300 km/h dans la ligne droite sur les Hunaudières. Vous imaginez la foule. Alors évidemment, c'est toujours comme ça. Pendant la première heure, le public est extrêmement attentif. Et puis après, au fur et à mesure, bien évidemment, les gens commencent à se détacher un tout petit peu de la course parce que ça va durer 24 heures la plaisanterie. Au bout de 2 heures de course, on a quand même battu 9 records de vitesse. Vous imaginez. À 18 heures, c'est le record d'Hawthorne au 28e tour, il a fait 4 minutes 6 à une moyenne de 195 km/h. Autant dire qu'il ne lâchera rien. C'est un duel. Et comme dans tous les duels, évidemment, on est en pleine passion. Le public se passionne. Jamais les voitures n'étaient allées aussi vite, avec des vitesses de pointe, je vous l'ai dit, de 300 km/h, une vitesse en moyenne qui est partout au-delà de 190 km/h. C'était au départ une épreuve d'endurance, le Mans. Mais là, on peut dire qu'en 55, c'est en train de devenir tout simplement une très longue, une interminable course de vitesse. Au bout de 2h30 de course, les premiers coureurs commencent à rentrer au stand. Alors là, les spectateurs se pressent, bien entendu. Ça, c'est le moment très attendu. On essaie de voir les pilotes. La première partie de course a donc été, vous l'avez bien compris, extrêmement intense. Le premier à rentrer dans les stands, c'est Castellotti avec sa Ferrari. Les Mercedes sont pas loin. Elles consomment beaucoup, les Mercedes, 1 litre au kilomètre avec un réservoir de 200 litres. C'est facile. Ça veut dire qu'au bout de 2h30 de course, c'est indispensable. Il faut venir ravitailler. Sur Jaguar, Hawthorne va mettre 3 tours avant d'accepter de rentrer au stand. Et encore, c'est parce que son chef de course lui dit, lui en intime l'ordre. C'est peut-être un peu tard. Il est à ce moment-là 18h28, on est à la 147e minute et ça va être l'accident. Lance McLean sur la voiture numéro 24 et Mike Hawthorne sur la voiture numéro 6 on peut dire, sont l'un à côté de l'autre. L'anglais McLean est au volant d'une Austin, sa vitesse moyenne est de 215 km/h, il roule bien moins vite que le trio de tête. Il roule à droite à l'arrivée du duo de choc et il laisse libre
le côté gauche afin de les laisser passer, les coéquipiers. Mike Hawthorne le dépasse à 240 km/h. Le dépassement se passe juste avant les stands. Seulement, il faut qu'il entre. Je vous l'ai dit, là, cette fois, il n'a plus le choix. Il faut qu'il entre, mais il arrive trop vite. Il freine d'un coup sec, donc 18h28. McLean freine brutalement à son tour pour ne pas venir percuter Hawthorne. Et en freinant, il bloque ses roues. Il donne un violent coup de volant à gauche pour éviter la Jaguar. Et là, il y a du monde derrière. Il y a deux Mercedes qui arrivent. Il y a celle de Pierre Levesque et celle de Fangio. Tous deux arrivent vite. Pierre Levesque comptait passer à gauche de McLean. Il est surpris par l'Austin qui lui arrive littéralement devant. Il lève la main pour indiquer à Fangio qu'il va partir vers la gauche. Fangio freine. Il passe à droite. Et là, c'est l'accident. Pierre Levesque roule trop vite. Il freine en vain. Sa voiture prend appui sur l'Austin qui, en quelque sorte, va faire, si vous voulez, comme une sorte de tremplin. Et la Mercedes finit sa course dans le talus. Pendant ce temps-là, la voiture de McLean dérive vers les stands sur la droite de la piste et c'est le début du drame. Il percute 3 personnes. Un journaliste, un gendarme et un commissaire de piste. Ils sont blessés. Il rebondit, la voiture rebondit, finit sa course sur la gauche de la piste, direction des tribunes, non loin de la Mercedes qui est déjà, elle, sur le bas-côté en train de brûler. Le pilote sort de la voiture, il est indemne, il est abasourdi. La Mercedes de Levesque fait un vol plané, un tonneau, elle se disloque, il y a une première explosion, le moteur se détache, le train avant du châssis se détache aussi, il s'envole en direction du public. Les débris, quand je dis débris, une roue, l'aérofrein sont jetés à une vitesse qu'on peut même pas imaginer dans les gradins, ça fauche les spectateurs. Deuxième explosion, le reste de la Mercedes numéro 20 explose encore, elle va finir sa course à 90 mètres de l'endroit où elle a dans un premier temps percuté l'Austin qui la gênait. La Mercedes continue de brûler, ça fait beaucoup de fumée, de feu. Bilan de l'affaire, Pierre Levesque est mort sur le coup, mais au total, parmi tous les assistants, parmi le public qui a reçu tous ces projectiles, on va finir par relever 178 blessés et 79 morts. Tout ça en 4 secondes et sur moins de 200 mètres. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Il était une fois. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et c'est la suite du récit de l'accident dramatique du 11 juin 1955 sur les 24 heures du Mans, Franck. Alors vous imaginez McLean qui sort de sa voiture, qui regarde la Mercedes en feu, lui est indemne, il voit un corps allongé, il croit que c'est Fangio ou Moss qui est le copilote de Fangio, et en fait pour lui il n'y a aucun doute sur la question, c'est Hawthorne qui est à l'origine du drame, et il roulait trop vite. Alors ce qui est assez incroyable, faut imaginer l'horreur, hein, bien sûr, dans la tribune où a eu lieu où l'on relève le plus de victimes. Cette foule était dense, hein, ce sont des victimes qui sont pas belles à voir, hein, tout ça a été effroyable. Pendant 3 heures, les secours ne vont pas désemparer, avec la mise sur pied d'une espèce de navette d'ambulance. Bien entendu, on réquisitionne tous les médecins possibles et tous les véhicules possibles. Il y a même des prêtres qui sont là pour administrer l'extrême onction sur les lieux du carnage. Il y a des spectateurs qui témoigneront, qui disent on s'est retrouvé soufflé à 4-5 mètres en arrière, il y avait des éclats un peu partout, tout le monde était couché, on est dans l'horreur. Or, vous avez toujours le bruit des moteurs en arrière-fond et même des petits airs d'accordéon parce que, et c'est ce qu'il y a de plus incroyable, la course n'a pas été arrêtée. La raison officielle, c'est qu'il fallait absolument éviter un mouvement de panique des spectateurs. On peut le comprendre du reste, hein. Il faut que tout ce monde-là puisse être évacué vers les hôpitaux et si vous interrompez la course, eh bien les spectateurs vont quitter les autres tribunes et d'un seul coup vous rendez toutes les routes impraticables. Bon, c'est une bonne raison. Il y a 2 autres raisons plus officieuses, moins présentables. Il y en a une, ça ce sont des journalistes qui ont dit ça évidemment. Ils ont dit que il s'agissait surtout d'éviter de mettre les 24 heures du Mans en faillite parce que si vous arrêtez à même pas 2 heures du début, évidemment, si 2 heures, mais enfin, il aurait fallu rembourser le public et donc ça aurait été terrible. Et puis, certains disent même qu'il aurait peut-être fallu verser aux maisons, aux différentes écuries, des dommages et intérêts. Pourquoi ? Parce que
le règlement prévoit que la course ne peut être arrêtée que si le circuit est impraticable. Or, à ce moment-là, le circuit n'a jamais été impraticable. Ce qui fait que Charles Farroux, le directeur de la course, a pris la décision de continuer. Alors, le public qui est là, qui assiste sur le reste du parcours, qui assiste à la course, pendant assez longtemps, n'est pas au courant de ce qui s'est passé, bien entendu. Mais les médias, eux, sont parfaitement au courant. Dès 19h15, Radio Luxembourg va annoncer la nouvelle. La radio nationale RTF reste muette, mais à 19h30, Europe numéro 1 confirme, apporte de nouvelles informations. Et le reportage du reporter d'Europe numéro 1 à cette époque, le 11 juin 1955, nous allons l'entendre dans un instant. On va commencer, si vous voulez, notre partie magazine avec cette archive Europe 1. C'était notre premier rendez-vous. J'étais un peu tendue. Et puis, tout a été parfait. C'est ma expert. Pocket. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des coups du sport et notamment du coup dur de 1955. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Laurent Luyat, présentateur sportif pour France Télévisions et co-auteur avec Guillaume Botton de l'album Les coups du sport, justement aux éditions Ramsay. Bonjour Laurent. Bonjour Franck. Bienvenue dans ce studio Coluche que vous connaissez bien, évidemment. Exactement, pendant 7 ans. Évidemment, cette catastrophe a eu des conséquences considérables. On va y revenir ensemble dans un instant. L'enquête qui a été menée a été très complexe et j'ai envie de dire un peu nauséabonde. D'une façon générale, on ne peut pas dire que la lumière a été clairement faite sur tous les aspects de cette question. Vous écrivez-vous, plus de 50 ans après les faits, aucune certitude n'est établie. Pierre Levecq était-il compétent pour conduire un engin aussi puissant ? Sa Mercedes qui contenait un carburant explosif était-elle aux normes ? Du reste, la firme Mercedes va littéralement sortir de la course automobile pendant très longtemps, pendant 30 ans à partir 30 ans avant de revenir de cet événement. Ouais. Alors voilà ce qu'on disait de l'enquête sur l'antenne d'Europe numéro 1. À cette époque, disons que la radio avait seulement quelques mois. Allô Europe numéro 1, ici Le Mans. L'enquête est maintenant ouverte. Les premiers éléments permettent de déterminer que l'accident n'est dû à aucune faute de conduite, à aucune défaillance mécanique. Un spécialiste des courses automobiles m'a dit « ce n'est qu'un incident de course aux conséquences tragiques ». Le tragique coup de frein du pilote McLean, en effet, qui roulait à 240 km/h au moment de l'accident, a été provoqué par un dépassement à droite et un arrêt brutal devant son stand de l'anglais Hawthorne. Le déportement de la voiture de McLean a provoqué la collision. Mais la voiture de Levegh a été arrêtée par le mur de protection. Et c'est l'explosion de cette voiture qui a projeté le moteur et le train avant à une violence inouïe sur les spectateurs qui a provoqué le drame. Quant au coureur Fangio, dont on avait prétendu qu'il avait été sauvé par un geste de Levegh, il avait dépassé le malheureux pilote 4 secondes avant la collision. Sur ce point, les plans de chronométrage sont formels. J'ai demandé à monsieur Lelièvre, président de l'Automobile Club de l'Ouest, de faire le point 36 heures après la catastrophe. Nous avions la quasi-certitude de la parfaite qualité des mesures de protection du circuit sur lequel se déroule l'épreuve des 24 heures du Mans. Monsieur Lelièvre, on a prétendu que Pierre Levegh n'était pas en règle vis-à-vis de la Fédération internationale. Est-ce exact ? Je l'ignore, mais je pense qu'il est absolument inexact de faire courir un bruit de cette nature. La maison Mercedes est une maison trop sérieuse et trop habituée aux choses de la course pour engager un coureur qui ne répondrait pas parfaitement aux exigences du règlement concernant les pilotes de course. Au point de vue de la santé, Levegh avait passé, comme tous les pilotes des 24 heures, une visite médicale sévère et stricte, et on n'avait rien constaté d'anormal dans son comportement. Voilà, ce reportage parmi de nombreux, parce qu'on peut dire que toutes les radios étaient, comme on dit aujourd'hui, en boucle sur le sujet, Laurent Luyat, évidemment. D'un seul coup, ça arrive parfois que le sport cède la place à l'événement pur, en quelque sorte, et qu'on oublie un peu la course, malgré le maintien de cette course, parce que les pilotes vont courir comme ça jusqu'au lendemain après-midi, quand même. Hein. Ça devait être un peu surréaliste comme ambiance. Ça, évidemment. C'est la grande polémique, effectivement, vous l'avez évoqué. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait continuer cette course ? Alors ça, c'est sûr que si on l'avait interrompu tout de suite, ça aurait été encore pire, parce qu'évidemment, il y aurait eu un mouvement de foule énorme, les secours n'auraient pas pu arriver dans de bonnes conditions. On aurait peut-être pu l'arrêter dans la soirée, par exemple. Exactement. Et moi, d'ailleurs, dans le livre, je fais le parallèle
parallèle avec le drame du Heysel en 85, vous en souvenez, avec ce match Liverpool-Juventus. Là aussi, ils se sont posé la question, est-ce qu'il faut faire jouer le match ? D'ailleurs, même les joueurs des deux équipes n'étaient pas au courant de tout ce qui s'était passé, du nombre de morts qu'il y avait. Et s'ils avaient décidé de ne pas faire jouer le match, ça aurait été encore pire. Donc voilà, mais comme vous le dites, c'est choquant parce que non seulement ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au lendemain, et Hawthorne a même, c'était pas lui qui conduisait à la fin, mais il a tenu à faire le dernier tour, une sorte de tour d'honneur pour montrer que c'était lui qui avait gagné la course. C'est vraiment indécent. C'est carrément déplacé. Et d'ailleurs, il a refusé, c'est le seul qui a refusé de répondre aux enquêteurs. Pour ça aussi qu'il y a toutes ces rumeurs, c'est-à-dire que quand une enquête est mal faite, les rumeurs vont bon train. Il a refusé de répondre aux enquêteurs. Il a dit, c'est pas ma faute. Ce qui est dingue, c'est qu'il est devenu champion du monde 3 ans plus tard, et qu'il s'est tué l'année suivante dans un banal accident de voiture à 29 ans seulement. Ouais. Un témoignage sur Facebook de Christiane qui nous dit « En 1955, j'habitais un village d'Auvergne. Le médecin du village avait un petit-fils d'une 12aine d'années qui a été décapité lors de cet accident du Mans. Je me souviens de l'inhumation de ce garçon de mon âge que l'on voyait à toutes les vacances scolaires. Toutes les écoles du village étaient présentes dans une émotion que je vous laisse imaginer. Ouais. » Et vous écrivez, vous, « L'Europe est en état de choc après le drame. » Oui, d'ailleurs, il y a un extrait aussi, je crois, c'est de la Maine libre, où le reporter dit « J'ai vu un homme avec son fils dans les bras sans tête. » Il y avait du sang partout, ça dégoulinait, c'était vraiment une vision d'horreur. Et vous l'avez dit, c'est vrai que comme le circuit était très grand, beaucoup de gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait, même Fangio ne savait pas vraiment l'ampleur des dégâts. Et sur Fangio, il y a une chose aussi à ajouter, c'est qu'il a échappé à la mort de justesse parce que Pierre Levègue lui a fait un signe pour lui dire de ne pas le dépasser, qu'il le dépassera juste après. Et sans cela, il aurait certainement été tué dans l'accident. Alors ça aura eu au moins un effet positif, comme toujours les catastrophes, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va se mettre à réglementer considérablement les courses automobiles. Ouais. D'ailleurs, les 24 heures du Mans de l'année suivante auront lieu 1 mois plus tard. Il y a des travaux qui sont faits. Effectivement, le public est éloigné. Là, c'était un circuit, qui avait été créé en 1923. Les voitures roulaient beaucoup plus doucement, donc il y avait moins de danger, etc. Et vous dites l'Europe est sous le choc. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses courses qui ont été interdites, et même en Suisse, jusqu'en 2007, les courses ont été interdites à cause de cet événement-là. Vous vous rendez compte ? Jusqu'en 2007. Jusqu'en 2007. En Suisse, on est quand même assez prudent, on va dire. C'est vrai. On ne se lance pas à l'aventure. Et j'en profite pour saluer tous nos auditeurs. Je sais qu'ils sont très nombreux à nous écouter en Suisse. Alors, ce chapitre du 11 juin 1955, de cette catastrophe des 24 heures du Mans, fait partie du chapitre coup dur. Et alors, parmi ces coups durs, il y a d'autres événements, on peut dire historiques. Je pense à la mort du grand torero Manolete, notamment. Ça, c'était encore plus tôt, en 47. En 1947, effectivement. C'est vrai que je l'ai mise dans le livre, cette histoire, parce que Manolete, c'est une légende. Et certains diront c'est pas un sportif, c'est un torero. Voilà, alors après il y a les anti-corridas. D'ailleurs le taureau qui l'a tué, Islero, est devenu le héros de tous les anti-corridas. Et c'est vrai que je raconte l'histoire de cet homme qui a vraiment engendré toute une génération de toreros, qui a donné envie et la passion à tous ces gens-là. Et il est un peu au crépuscule de sa carrière. Il a des problèmes de santé. Il a mal dormi la nuit précédente. Il vit avec une actrice que sa mère déteste d'ailleurs, elle l'appelle la puta des Madrid. Elle est assez sulfureuse, on lui reproche de l'avoir plongé. Il y a tous les ingrédients d'une tragédie. Mais oui, on lui reproche de l'avoir plongé dans la cocaïne, etc. Il soutient ceux qui sont contre Franco, etc. Donc il est pas bien, Manolete, et il a en face de lui un jeune, Dominguín, qui a 21 ans, qui est beau comme un dieu. Manolete avait un physique assez ingrat. Oui. Et il est assez provocateur, ce jeune torero, et donc il lui en met plein la vue ce jour-là. Et Manolete, qui a raté son premier combat, qui n'était pas très beau, il décide dans le deuxième de lui donner une leçon. En fait, tu vas voir mon petit, ce que je vais te montrer, le maître c'est moi le numéro 1. Et en fait, il prend un risque énorme, et au moment de porter l'estocade, le risque est tellement grand que le taureau se relève et lui met un coup de corne dans l'aine. Et d'ailleurs Manolete, quasiment les seuls mots qu'il dit après ça, il dit « ce taureau m'a tué ».
Voilà. Et puis à 5h du matin. J'avais pensé au livre Où tu porteras mon deuil, de Dominique Lapierre. C'est terrible quand même, cette histoire. Et c'est un deuil national et qui touche le monde entier. Winston Churchill envoie un télégramme à sa maman. Des chefs d'État du monde entier se déplacent à Cordoue pour son enterrement. Il y a un curé qui a une crise cardiaque. Enfin bon, c'est assez terrible. Et il est à la une de tous les journaux du monde entier. C'est pour dire quand même. Alors il y aurait d'autres événements dramatiques à évoquer, qui sont toujours dans votre ouvrage. Vous avez parlé du drame du Heysel, évidemment. L'horreur absolue, le Septembre Noir, les Jeux Olympiques de Munich en 1972, auxquels vous consacrez un chapitre passionnant. On va refermer ce chapitre-là en quelque sorte pour parler de choses nettement plus lumineuses et nettement plus légères dans un instant en votre compagnie, Laurent Luyat. Je rappelle le titre de votre ouvrage, cher Ramsay, Les coups du sport. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Aujourd'hui. Retrouvez Frédéric Tadei dès 21h pour votre nouveau rendez-vous Europe 1 Social Club. Chaque soir, en compagnie de tous ceux qui font la culture d'aujourd'hui, il tente de découvrir ce qui fait l'ADN de notre époque. Échanges, confrontations, découvertes, des conversations sans aucune barrière qu'il partagera ce soir entre autres avec le metteur en scène Georges Lavaudan ou encore Marcella Lacube, chercheur au CNRS. Europe 1 Social Club avec Frédéric Tadei, c'est à consommer sans modération dès 21h sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Les Chariots de Feu, sorti en 1981. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des coups du sport. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Laurent Luyat, présentateur sportif pour France Télévisions et co-auteur avec Guillaume Botton de l'album Les coups du sport aux éditions Ramsay. Oui, quand on entend cette BO des Chariots de Feu, on pense à l'époque héroïque des Jeux Olympiques du début du XXe siècle. C'était extraordinaire. Alors, puisqu'on est dans les coureurs, parlons peut-être d'Abedi Bikila, le champion aux pieds nus. C'était en 1960, ça. Extraordinaire. Ça, c'est une histoire, mais vraiment fantastique. Un Éthiopien, qui a l'habitude de courir là-bas. Alors, les pieds nus, il a une espèce de corne sous les pieds, incroyable. Et effectivement, Jeux Olympiques de Rome 1960, qui sont les premiers Jeux Olympiques retransmis en intégralité, d'ailleurs, à la télévision, en Eurovision. Et alors, il essaye de perdre chaussures, et puis ça lui fait mal aux pieds. Donc, finalement, il se décide de faire le marathon. Vous vous rendez compte, un marathon, on parle pas de 100 mètres. Et il avait le droit de courir pieds nus. Ah oui, il pouvait. Le règlement ne l'interdisait pas. Et effectivement, il gagne. Alors en plus, il y a une valeur symbolique dans cette victoire qui est absolument énorme, puisque 25 ans plus tôt, Mussolini avait envahi ce pays. Et d'ailleurs, à son retour en Éthiopie, on dit s'il fallut 1 million d'Italiens pour envahir l'Éthiopie, un seul soldat éthiopien a conquis Rome. Il est passé devant l'Obélix qui avait été d'ailleurs subtilisé par Mussolini. C'est vrai que le symbole était extraordinaire. Ça fait penser à Jesse Owens et 36 et tout ça aussi. Voilà, exactement, qui sera d'ailleurs dans le volume 2 de mon livre l'année prochaine. On préparait un deuxième tome. Voilà. Jesse Owens. Et alors, au retour, il est évidemment accueilli en héros. Et ensuite, comme c'est un militaire, il est impliqué dans un coup d'État des militaires contre l'empereur. Alors là-bas, on rigolait pas à cette époque. Tous les militaires sont décapités. L'empereur Haïlé Sélassié. Voilà, exactement. Et comme lui, il est champion olympique, on l'épargne, mais il fait des mois de cachot. Finalement, ses partisans arrivent à le faire sortir de prison. Ça va mieux. Il y a un équipementier qui s'occupe de lui. Et en 1964, il participe à nouveau aux Jeux Olympiques à Rome, à Tokyo cette fois, et il gagne à nouveau en chaussures. Cette fois, donc il aura gagné pieds nus et en chaussures. Et puis un petit peu plus tard, donc l'empereur lui offre une voiture et là il a un accident très grave. Il reste 10 heures coincé dans une voiture. C'est un berger qui va le sauver, le sortir de la voiture le lendemain matin. Mais alors il devient handicapé, donc il décide de faire la course en fauteuil. Mais enfin il perd beaucoup de ses illusions. À Munich, au JO 1972, il est en simple spectateur, mais il est quand même accueilli dans le stade, une ovation de tout le stade olympique de Munich, et il décède un mois plus tard. Il y a 60 000 personnes qui se déplacent à son enterrement. Il a seulement 41 ans. C'est vraiment un destin incroyable. Un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Alors il y a une petite bonne femme qui a marqué d'autres Jeux Olympiques. C'était 16 ans plus tard. C'est Nadia Comaneci. J'en disais un mot au tout début de l'émission. Belle histoire là aussi. À Montréal, 1976, 14 ans seulement. C'est d'ailleurs la plus jeune championne olympique de l'histoire et qui le restera jamais parce que maintenant les athlètes doivent avoir au moins 16 ans. Et donc elle est repérée à 6 ans par un entraîneur qui lui
fait faire de la gymnastique 8 heures par jour, vous vous rendez compte, à l'âge de 6 ans. Et donc à 14 ans, elle éblouit tout le monde. Et alors ce qui est étonnant là encore, c'est que les juges, vous savez, dans ce milieu quand même qui est très dur, on met jamais la note suprême. Oui. Et là ils peuvent pas faire autrement parce que c'est la perfection. Ils vont lui décerner un 10. Un 10. Et la machine ne peut pas inscrire 10 parce que on peut mettre 9. Ça n'existe pas, oui, c'est 9, ça. On ne sait pas comment faire. Voilà. Donc du coup, la note qui est inscrite, c'est 1.00 en fait, voilà, alors que ça aurait dû être 1.0.0. Donc elle obtient la note maximale, mais je dirais que c'est presque le début de ses ennuis parce qu'elle revient donc dans son pays, la Roumanie, qui est aux prises de Ceausescu, comme vous le savez. Alors déjà, on lui prend quasiment tout son salaire. Elle touche $150 par mois seulement. Tout le reste, c'est la fédération de Roumanie qui lui prend son argent. Le fils de Ceausescu la harcèle, abuse d'elle. Elle fait plusieurs tentatives d'évasion. Elle y parvient en 89, vous vous rendez compte, 13 ans plus tard, et seulement quelques mois avant la chute de Ceausescu, elle décide de partir avec des inconnus, donc ils essayent de contourner les douaniers, etc., pour rejoindre la frontière autrichienne. Elle y parvient, elle va aux États-Unis, puis là elle refait sa vie, elle se marie, elle a un enfant, etc. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais, exactement. Alors, aux mêmes Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, dont j'ai quelques souvenirs, moi c'était pas grand, mais enfin je me rappelle, ça c'était d'ailleurs spectaculaire. Ah, je sais Et oui, on va parler d'un coup, alors parce qu'on a vu des coups durs, on a vu des coups de génie, des coups de cœur. Ça, c'est plutôt un coup tordu. Un coup tordu. Ouais, là aussi extraordinaire. Boris Onyshenko. Alors, c'est en pentathlon. On l'a un peu oublié. On l'a un peu oublié, celui-là. C'est un colonel du KGB, d'ailleurs. Donc, qui est vraiment le meilleur en escrime. Alors, il y a 5 disciplines, dont l'escrime. Il est plusieurs fois champion du monde. Et donc, la Russie est 4e au classement avant cette épreuve d'escrime. Et en fait, il a décidé de trafiquer son arme, son épée, en mettant sous son gant un interrupteur. Comme ça, quand il actionnait l'interrupteur, ça allumait la lumière des juges. Sauf qu'une première fois, la lumière s'allume et ils se rendent compte que la lame est en direction de son adversaire, mais quand même à une quinzaine de centimètres. Alors ils se disent c'est quand même étonnant, il doit y avoir un petit problème, etc. Et une deuxième fois, en demi-finale, alors là il a carrément l'épée en l'air, et là la lumière s'allume. Alors ils se disent c'est quand même pas normal, et donc ils inspectent l'arme, et évidemment ils découvrent la supercherie. Alors ses coéquipiers, parce que l'équipe est disqualifiée bien évidemment, ses coéquipiers veulent le jeter par la fenêtre de l'hôtel. C'est vrai. Oui. Ouais. Et alors il retourne dans son pays, où il retombe dans l'anonymat. On a même dit qu'il était parti, qu'il était envoyé au goulag. Oui, c'est pas possible. Mais c'est possible, hein, effectivement. Mais ça a eu des conséquences pour la compétition, parce que depuis cet événement, faut pas oublier que l'Union soviétique à l'époque organisait les Jeux Olympiques suivants, ceux de 80. En 80 à Moscou, effectivement. Et depuis ce moment-là, toutes les armes sont inspectées. Et en finale, en fait, ce sont les officiels qui apportent aux compétiteurs leurs propres armes après les avoir inspectées. Ce qui est frappant dans tous ces souvenirs extraordinaires que vous faites revivre, c'est qu'ils ont des liens plus ou moins étroits avec l'histoire, avec la grande histoire. Je pense à Chang, ça c'est extraordinaire. Racontez-nous ça. Ça c'est une de mes préférées. Il nous reste une minute. D'accord, je fais vite. Alors Chang, il a 17 ans et 3 mois, et il affronte en 8e de finale à Roland Garros 89 le numéro 1 mondial, Ivan Lendl, qui à l'époque est indétrônable. Et bon, le match dure, il arrive quand même à l'accrocher, et au 5e set, il en peut plus, il est perclus de crampes, et là à ce moment-là il va sortir donc notamment un service à la cuillère. Il va aussi s'avancer, mais vraiment le plus près possible du filet pour essayer de recevoir le service de Lendl, et là ça déstabilise complètement le robot, c'est-à-dire que il est programmé pour tout, Lendl, mais pas pour ce genre de choses. Là, ça c'est l'OVNI là. C'est ça, et il va perdre le match, et ce qui est fantastique, c'est que c'est le 5 juin 89, et ce même jour, parce que Chang est américain mais d'origine chinoise, et ce même jour, place Tiananmen, il y a un jeune chinois qui défie l'armée place Tiananmen. On se souvient, donc c'est vraiment le parallèle entre ces deux images. C'est ces deux Chinois qui défient deux ogres très différents, si je puis dire. C'est quand même troublant, et Edberg va ensuite gagner Roland Garros quelques jours plus tard. Qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant finalement que tous ces grands coups du sport, coups de folie, coups de génie, coups de blues, cet album Cher Ramsay de Laurent Luyat et Guillaume Botton, les coups du sport. Merci beaucoup. Merci Franck, j'ai été ravi de participer à votre émission, je l'écoute souvent et j'adore. Merci beaucoup. Dans un instant, Franck répond à la question de Patrick. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard? Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck, aujourd'hui à la question de Patricia, qui nous l'a envoyée par mail sur europe1.fr. Depuis quand dit-on, par exemple, 15 heures au lieu de 3 heures ? En fait, disons-le, la question de Patricia pose celle de la mesure du temps. Il faut commencer par là. Vous savez, autrefois, quand je dis autrefois, on peut même remonter jusqu'à l'Antiquité, on découpait le jour en 12 heures et la nuit en 12 autres heures. Mais quand je dis des heures, nous, on est habitué à ce qu'une heure fasse 60 minutes, ou 3600 secondes. Non, à l'époque, c'était des heures inégales. On devrait dire que c'était des divisions, mais qui étaient la journée très longue en été et très courte en hiver, bien entendu. À l'aide des sabliers, des clepsydres, etc., des cadrans solaires, on essayait de mesurer le temps, mais en fonction de la saison, évidemment, les heures variaient. C'était les moines, c'était les curés qui, en sonnant les heures au clocher, indiquaient aux braves gens l'heure qu'il était. On se guidait donc uniquement au son des cloches. Et ça, ça va, vous savez, ça a existé, ça, entre nous soit dit, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle encore, on se guidait aux cloches du village. Avec l'apparition des horloges, donc au Moyen-Âge, on se met à diviser le temps en parties égales et en prenant comme référence du midi, le moment où le soleil passe à son zénith, vous savez. Et donc chacun, à condition d'en avoir les moyens, à partir de ce moment-là, peut posséder une horloge. Il y a donc à la fois une rationalisation et une sécularisation du temps. Plus tard encore, et là il va falloir la découverte, vous savez, de l'isochronisme pendulaire. C'est-à-dire le fait que quand vous faites balancer un pendule, en fait les phases sont toujours de la même durée. Il faut cette découverte par Galilée en 1583 et toutes les applications en matière d'horloge à poids et à balancier, ce qu'on va appeler les pendules. Il faut cette invention-là pour qu'on arrive à des heures encore plus précises. Mais le référentiel, lui, c'est toujours le soleil à son zénith. Autant dire que dans un pays comme la France, par exemple, il n'est pas midi partout à la même heure. Comme on disait, chacun voit midi à sa porte. L'unification du temps, elle n'a lieu qu'à la fin du 19e siècle. Fleming et les fuseaux horaires, c'est seulement 1884. Et en France, on unifie le temps seulement en 1891. C'est-à-dire que vous avez des arrière-grands-parents qui avaient encore des heures, des midis à des heures différentes, si je puis dire. Tout ça a l'air d'exister depuis toujours, mais évidemment, il n'en est rien. Alors, le système horaire sur 12 heures, eh bien, on a divisé tôt, au XVIe siècle, le jour en deux périodes de 12 heures pour parler. On disait, par exemple, 4 heures du matin ou 4 heures du soir. Et d'ailleurs, on mettait M ou S sur les indicateurs de chemin de fer au XIXe siècle. Vous avez encore 4 heures S, qui veut dire 16 de nos heures à nous. Même chose sur les cachets postaux, etc. Regardez ce qui se passe avec les antéméridièmes, postméridièmes et MPM dans les pays anglo-saxons. C'est seulement la loi du 9 mars 1914 qui va faire adhérer la France au système des fuseaux horaires. Et à ce moment-là seulement, 14, donc au moment de la Première Guerre mondiale, on adopte la division en 24 heures. Mais rappelez-vous, on ne s'est mis à parler de 17h30 au lieu de 5h30 seulement dans les années 1970. Moi, j'ai encore connu l'époque où on disait « Ah, il est 6h moins le quart », on ne disait pas 17h45. Tout ça est assez récent finalement. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. On ne va pas trop s'éloigner du temps qui passe. Nous allons parler des grands-parents, de leur place dans notre société aujourd'hui. Et j'attends vos témoignages de grands-parents ou de petits-enfants. Quelles sont vos relations au 3921 ou sur europe1.fr, Franck. Merci Elena. Et nous nous retrouvons demain, Céline. Oui, à demain, Franck.